Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer par une brève étude du fonctionnement d'une diode idéale. On abordera ensuite le corrigé de l'exercice énoncé la dernière fois. On verra alors comment fabriquer un signal redressé monoalternance et comment calculer le signal correspondant à travers un filtre passe-partout. À la fin, on fera une vérification des résultats obtenus à l'aide de logiciels de simulation électronique et de calcul formel. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans le chapitre sur le développement en série de Fourier d'un signal périodique, on va voir la troisième et la dernière partie concernant le corrigé de l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois. Il s'agit du montage suivant, dans lequel on a une diode qui est supposée idéale et un amplificateur opérationnel monté en montage suiveur. La tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale E sinus oméga t. Dans la première question, on vous demande de montrer que le signal E de t est un signal redressé monoalternance, c'est-à-dire, dans le schéma est le suivant, on vous demande de calculer sa valeur moyenne et sa valeur efficace et d'expliquer le rôle du montage suiveur. Deuxième question, on vous donne la décomposition aussi du Fourier du signal périodique, qui est le suivant, et on vous demande de dessiner le spectre du signal redressé monoalternance E de t. Troisième question, on vous demande d'exprimer la fonction de transfert h de j oméga est égal à S sur E. Pour la quatrième question, on vous dit qu'on choisit pour le signal U de t la pulsation oméga est égal à oméga 0 sur 2. Et on vous demande de calculer le signal de sortie S de t en ne considérant que les trois premières composantes du signal, c'est-à-dire ces composantes-là. Voilà, on va donc faire un petit rappel sur la diode parfaite, c'est-à-dire la diode idéale. Voici le symbole de la diode. La tension au bord de cette diode, c'est UD, et le courant qui la traverse, c'est I. Dans la convention récepteur, la caractéristique se présente ainsi. Elle est composée de deux segments qui se rencontrent à l'origine O. C'est-à-dire que si le courant I est positif, c'est-à-dire lorsqu'on est sur ce segment-là, la tension UD est nulle. Alors que si UD est négative, c'est-à-dire sur cette partie de la caractéristique, le courant I est nul. Donc, d'après cette caractéristique, le courant est ou bien nul ou bien strictement positif. Donc, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, le courant ne peut passer que dans un seul sens. C'est le sens indiqué par le symbole, c'est-à-dire ce sens-là, cette flèche. Donc, le symbole indique le sens passant de la diode. On peut résumer le fonctionnement de la diode dans les deux cas suivants. Si le courant veut passer dans le sens passant, c'est-à-dire ce sens-là, il passe. La diode le laisse passer. Et dans ce cas, UD est égal à 0. On peut donc la remplacer par un fil. Le courant est strictement positif. Par contre, dans le deuxième cas, si le courant veut passer dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens bloquant, c'est-à-dire ce sens-là, il ne passe pas. La diode le bloque et le courant I est nul. Donc, elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Voilà. Le courant est nul et la tension UD est strictement négative. On est dans cette partie ici. Une remarque, c'est que la diode réelle présente toujours une tension de seuil, qui est pour la diode au silicium, U0 est égal à 0,6 volts. Alors, ça veut dire que la caractéristique se présente ainsi. Ce segment n'est pas confondu avec l'axe, mais il passe par U0. Donc la diode est bloquante tant que UD est inférieur à U0. Ou pour simuler une diode idéale, c'est-à-dire une diode sans seuil, on utilise l'astuce suivante. On l'associe à un amplificateur opérationnel dans le montage suivant. On la place ici à la sortie de l'amplificateur opérationnel et on boucle l'entrée inverseuse avec la sortie de la diode, avec un fil. On l'appelle diode sans seuil. On verra ça avec notre logiciel de simulation électronique. On va maintenant voir le corrigé de l'exercice. D'après le montage proposé dans l'exercice, et puisque l'amplificateur opérationnel est supposé parfait, même si ce n'est pas dit dans l'énoncé, le courant d'entrée est nul, donc cette partie-là, comme si elle n'existe pas. Donc on peut considérer uniquement cette partie-là.
Et le signal d'entrée, c'est un signal sinusoïdal qui est le suivant. Donc on a deux cas sur une période. On a le cas où la tension est positive et le cas où la tension est négative. Pour t appartenant à l'intervalle 0t sur 2, c'est-à-dire on est dans cet intervalle-là, la tension U de t est positive, on a un générateur avec le plus là et le moins ici, donc le courant veut passer dans ce sens-là, du plus vers le moins dans le circuit extérieur au générateur. Donc il veut passer dans le sens passant de la diode, donc il passe. Et donc la diode est équivalente à un interrupteur fermé. Et donc, d'après ce schéma, la tension E de t est égale à la tension U de t, puisqu'il n'y a rien entre les deux. Par contre, dans l'intervalle t sur 2, t, la tension U de t est négative. Et puisqu'elle est négative, donc le moins est ici et le plus là. Donc le courant veut passer dans ce sens. C'est le sens bloquant. Et donc la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Le courant va être donc nul. Et donc la tension E de t va être nulle aussi parce qu'elle est égale au courant multiplié par R' et le courant est nul, donc elle est nulle. D'où le schéma suivant du signal E de t. Et donc on a bien un signal redressé mono-alternance. On va maintenant calculer la valeur moyenne de ce signal. Par définition, c'est ça la valeur moyenne du signal E de t. Et puisque le signal E de t est nul dans l'intervalle t sur 2t, cette intégrale va être égale à l'intégrale de 0 à t sur 2 seulement de E sinus oméga t dt. Cette partie-là. Alors la primitive de sinus oméga t, c'est moins cos oméga t divisé par oméga, le coefficient de t. Cette parenthèse est égale, en remplaçant petit t par t sur 2, c'est moins cos oméga t sur 2, moins cos 0. Or, le cos 0 est égal à 1, donc on a ici plus 1. Et oméga t étant égal à 2pi, donc on a ici cosinus pi. Or, cosinus pi c'est moins 1, donc on a moins 1 plus 1 est égal à 2. Voilà donc, puisque oméga t est égal à 2pi, E sur 2pi multiplié par 2, le 2 se simplifie et on obtient donc la valeur moyenne est égale à E sur pi. Alors pour la valeur efficace, on sait par définition que la valeur efficace au carré, c'est la moyenne de la tension du signal au carré sur une période. Et donc la même chose, puisque sur l'intervalle t sur 2t c'est 0, on obtient ici uniquement l'intégrale entre 0 et t sur 2. De E au carré sinus carré oméga t. On applique la formule sinus carré oméga t est égal à 1 moins cos 2 oméga t sur 2. Et donc on a E au carré sur t multiplié par 1,5 multiplié par t sur 2. Le t se simplifie et on obtient donc E au carré sur 4. D'où en prenant la racine, la valeur efficace est égale à E sur 2. On va maintenant parler de l'intérêt du montage suiveur. Donc si on élimine ce montage suiveur, on obtient le circuit suivant. Le problème ici, c'est que dans le cas où la diode est bloquante, elle est remplacée par un interrupteur ouvert. Alors ce qui va se passer, c'est que le condensateur qui a été chargé lorsque la diode est passante, il va se décharger à travers R'. Et donc le courant qui va traverser R' n'est pas nul, ce qui fait que la tension E de t ne va pas être nulle. D'où l'intérêt du montage suiveur qui permet d'éviter la décharge du condensateur à travers la résistance R'. On va maintenant voir le spectre du signal E de t. On vous a donné la décomposition en série de Fourier parce que généralement dans les concours MP, on vous donne la décomposition en série de Fourier parce que l'objectif de ce chapitre, c'est pas le calcul de la série de Fourier, mais plutôt de savoir l'exploiter dans le calcul du signal de sortie du montage. Donc, si on remplace P par 1, 2 et 3, on obtient les trois composantes suivantes. En effet, si on regarde le signal sur l'intervalle moins t sur 2, t sur 2, on s'aperçoit qu'il n'est ni pair ni impair.
parce qu'il n'y a pas de symétrie par rapport à l'origine et il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe vertical. Donc il va y avoir des sinus et des cosinus. Mais bizarrement, on a un seul sinus pour le fondamental. On va vérifier cette décomposition-là avec notre logiciel de calcul formel. Donc on va tracer ces amplitudes en fonction de la pulsation. Donc on a ces segments-là. Il faut respecter les longueurs respectives des segments. Pour cela, il faut calculer 1/2, le 1 sur pi, etc. Donc on a 0,50 E. Donc on va donner par exemple 5 cm, c'est-à-dire 50 mm pour ce segment-là, le plus grand, c'est le fondamental. On doit donner 32 mm pour celui-là et 21 mm pour celui-là. Pour E sur 15 pi, c'est 0,04, donc c'est 4 mm. Et pour celui-là, c'est un peu moins de 2 mm. On remarque qu'on a trois composantes, les trois premières composantes qui sont intéressantes, qui sont les plus importantes. Pour les autres, on peut les négliger d'après l'énoncé. Alors pour la troisième question, au-delà du montage suiveur, on a ce circuit-là, c'est-à-dire on a un filtre RC. En appliquant la formule du diviseur de tension, S de T qui est aux bornes du condensateur, donc on a l'impédance du condensateur 1 sur J oméga sur la somme des impédances R plus 1 sur J oméga fois E. En multipliant en haut et en bas par J oméga, on obtient le rapport S sur E, c'est 1 sur 1 plus J RC oméga. Donc on a bien cette forme-là, qui est celle d'un filtre passe-bas de premier ordre, avec oméga 0 est égal à 1 sur RC. D'où l'amplitude H de oméga est égal à 1 sur racine de 1 plus oméga carré sur oméga 0 au carré. Et la phase phi de oméga, c'est moins arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire oméga sur oméga 0. On vous dit dans l'énoncé que E de t peut s'écrire sous la forme de trois composantes, avec E0 est égal à E sur pi. E1, c'est le fondamental E sur 2 sinus oméga t. Et E2, c'est le deuxième harmonique, moins de E sur 3 pi cosinus 2 oméga t. Donc pour calculer la sortie, on va calculer la sortie pour chacune des trois composantes. Pour E0, qui est égal à E sur pi, c'est un signal continu, donc de pulsation 0. Il lui correspond à la sortie H de 0 multiplié par E0. Or, H de 0, c'est 1, donc il lui correspond E sur pi. Par contre, pour le signal E1 de t, qui est E sur 2 sinus oméga t, il va lui correspondre à la sortie. L'amplitude va être multipliée par H de oméga. Et la phase, on doit rajouter phi de oméga. Donc en remplaçant oméga par oméga 0 sur 2 ici, on va obtenir ici 1 sur racine de 1 plus 1 quart. Et donc on obtient H de oméga est égal à 2 sur racine de 5. Et phi de oméga c'est moins arc tangente 1/2, c'est-à-dire moins 0,46 radians, c'est-à-dire moins 26 degrés si vous voulez. Pour le signal E2 de t, qui est égal à moins 2E sur 3 pi cosinus 2 oméga t, il va lui correspondre à la sortie. Cette amplitude multipliée par H de 2 oméga, cosinus 2 oméga t plus phi de 2 oméga. Or, en remplaçant dans l'expression de H de oméga, oméga par 2 oméga, or 2 oméga est égal à oméga 0, on va avoir donc ici oméga 0 au carré sur oméga 0 au carré est égal à 1, donc on va obtenir 1 sur racine de 2 pour H de 2 oméga. Et pour phi de oméga, on va obtenir moins arc tangente 1, qui est égal à moins pi sur 4. Donc, la sortie correspondante à E2 de t, c'est moins racine de 2e sur 3 pi, cosinus 2 oméga t moins pi sur 4. Et en faisant la somme des sorties correspondantes, on obtient donc la sortie S de t est égale à cette expression. Maintenant, on va vérifier ce qu'on vient de voir. D'abord avec le logiciel de simulation électronique, puis avec la série de Fourier, avec le logiciel de calcul mathématique. Donc voilà le circuit de redressement, la diode, la résistance de 1 kΩ et l'entrée sinusoïdale avec une amplitude de 5 volts et une fréquence de 1000 Hz. Je lance l'analyse transitoire avec comme temps de départ, je vais prendre 0. Et comme
temps d'arrivée au temps final, je vais prendre 0,03, c'est-à-dire 3 millisecondes, puisque la période c'est 1 milliseconde, donc je vais faire la simulation sur 3 périodes. Et je vais prendre comme signaux que je vais visualiser, la tension d'entrée c'est le 1, et la tension de sortie c'est 2. Donc je vais éliminer ces points-là, et je vais mettre 1 et 2. 1 et 2, et je lance la simulation. Voilà donc le signal obtenu. Comme vous le remarquez, ce n'est pas un très bon signal. Ceci est dû à la tension de seuil de la diode qu'on ne peut pas éviter. Pour fabriquer un bon signal redressé mono-alternance, on va utiliser l'astuce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va placer la diode à la sortie d'un amplificateur opérationnel. Donc voici l'ampli-op alimenté par moins 15 volts plus 15 volts, le même signal d'entrée, et attention ici il n'y a pas de nœud, donc il y a un nœud lorsqu'il y a un point comme celui-là. Donc on va visualiser maintenant la tension d'entrée c'est 3 et la tension de sortie c'est 4. Donc on lance l'analyse transitoire avec toujours 3 millisecondes. Et comme tension de sortie, je vais prendre 3 et 4. Donc j'élimine 1 et 2. Et je mets 3 et 4. Voilà, je lance la simulation. Et remarquez que j'obtiens ce signal-là. Pour bien le voir, je vais augmenter l'épaisseur de la trace du signal rouge. Voilà, et remarquez qu'on obtient un très bon signal redressé mono-alternance. Sur cette alternance, il est confondu avec le signal d'entrée, et sur l'autre alternance, il est nul. Voilà. Donc, voilà, on a fabriqué une diode sans seuil ici. Maintenant, on va brancher ce signal-là avec le signal de filtrage. Une résistance de 1 kg et une capacité de 79,5 nanofarad pour avoir une fréquence F0 de 2000 Hz. Comme ça, on va être dans les conditions de l'exercice. F0 est égal à 2 fois F. F c'est 1 kHz, donc F0 doit être égal à 2 kHz. Donc je connecte le circuit. Voilà. Et je connecte l'autre borne du condensateur. Voilà, il est bien connecté. Maintenant, je vais voir les tensions d'entrée 3 et 4. Est-ce que le 4 est toujours un bon signal redressé mono-alternance? On va voir. Je lance l'analyse transitoire. On a toujours 3 et 4 ici. Donc, simulation. Voilà. Remarquez que le signal n'est pas bon. Il est altéré par la présence du condensateur. Il y a la décharge du condensateur qui commence à partir de là. Donc, l'entrée du circuit de filtrage n'est plus un bon signal redressé mono-alternance. C'est pour cela que le suiveur est obligatoire. Voilà donc le troisième circuit dans lequel on a placé le suiveur. Voici notre suiveur. Le deuxième ampli-op qui est branché sur l'alimentation plus 15 volts et moins 15 volts sur les mêmes alimentations. Et on a bouclé l'entrée inverseuse moins avec la sortie, comme ça on a un suiveur. Et on a mis le signal de sortie de la diode sans seuil à l'entrée non inverseuse. Et on a toujours le même circuit de filtrage. Donc maintenant on va voir le signal 8. On va le comparer avec le signal 6. On lance l'analyse transitoire. Et je place ici, au lieu de 3 et 4, je vais placer 6 et 8. Et je lance la simulation. Voilà. J'augmente l'épaisseur de la trace. Pour bien voir le signal. On a donc un très bon signal redressé mono-alternance qui est placé à l'entrée de notre circuit de filtrage. Donc maintenant le signal redressé mono-alternance n'est plus altéré avec la présence du condensateur. Maintenant on va voir le signal de sortie.
Comme ça, on va lancer l'analyse transitoire sur une période seulement, de moins t sur 2 à t sur 2, c'est-à-dire je vais prendre par exemple 0.0015 jusqu'à 0,0025. Alors pour la simulation, je vais prendre 9 et 8. Donc je laisse le 8, j'élimine le 6 et je place le 9. Voilà, je lance la simulation et j'obtiens ce signal-là. Je diminue la grandeur de la fenêtre et j'obtiens ce signal-là qu'on va comparer avec le signal qu'on va obtenir à la fin du calcul mathématique avec la série de Fourier. Maintenant, on va calculer notre signal de sortie, mais à l'aide de la série de Fourier, en utilisant notre logiciel de calcul formel. On définit d'abord le signal d'entrée. Ici, sur la première moitié de la période, on a 0. Sur la deuxième moitié, c'est E sinus oméga t. Voilà. On va donner à t la valeur 10-3, c'est-à-dire 1 milliseconde, c'est-à-dire la fréquence est égale à 1 kHz et l'amplitude c'est 5 volts. Et on définit oméga, c'est E pi sur t. On dessine maintenant notre signal avec la commande plot. On a bien sur la première moitié 0 et sur la seconde moitié c'est E sinus oméga t. On calcule maintenant la valeur moyenne qu'on va appeler Vm. On a bien donc 5 sur pi comme on l'avait vu. Et pour la valeur efficace qu'on va noter VE, c'est la racine de la moyenne du carré du signal. On a 5 demi comme on l'avait vu. On calcule maintenant les coefficients de la série de Fourier, des AI et des BI. On va calculer 20 valeurs. Donc on lance le calcul des AI. Voilà, on obtient donc les 20 valeurs. Les valeurs impaires sont nulles. A1 0, A3 0, etc. Par contre, les valeurs paires sont non nulles. Pour la première valeur, c'est moins 10 sur 3 pi. Et comme E est égal à 5 volts, donc on a bien moins 2E sur 3 pi. Pour le A4, c'était moins 2E sur 15 pi. Et comme 2E c'est 10, donc il a simplifié par 5 et on a obtenu moins 2 sur 3 pi. Là, c'était sur 35 pi. En simplifiant par 5, donc on obtient bien moins 2E sur 7 pi, etc. Pour les BI, on lance le calcul. Alors remarquez qu'on obtient un seul B, c'est le B1, qui est non nul. Tous les autres BI sont nuls. On va maintenant tracer le spectre. Voilà, on calcule les 20 segments et on lance le tracé avec la commande display. Voilà donc notre spectre. C'est bien le spectre qu'on avait vu. 3 segments intéressants, la valeur moyenne, le fondamental et les autres. Les autres sont un peu négligeables. Donc on n'a que les valeurs paires qui existent. À partir de 1 égale 2, on n'a que les valeurs paires. On a une seule valeur impaire, c'est pour le fondamental, pour 1 égale 1. On définit maintenant la fonction grand F qui est la série de Fourier avec les premières composantes uniquement. Donc c'est la valeur moyenne plus le fondamental avec 5 demi, c'est-à-dire E sur 2, moins 2E sur 3 pi, cosinus 2 oméga t, ainsi de suite. On dessine cette fonction grand F avec la couleur bleue et pour la comparer avec le signal d'entrée, donc on dessine aussi le signal d'entrée VE de t, mais avec le style dash, c'est-à-dire avec en pointillé. Voilà, donc on a bien le signal en pointillé en rouge et le signal de sortie de Fourier. Sur cette alternance-là, il est bien confondu. Par contre, là, il reste un peu quelques ondulations. C'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas allé jusqu'à l'infini, donc il faut rajouter d'autres composantes si on veut éviter ces ondulations-là. Maintenant, on va fabriquer notre filtre, la fonction de transfert. F0, c'est de 10 puissance 3. On dessine d'abord le module en fonction de la fréquence. Donc on a bien l'allure de la courbe pour un filtre passe-bas. Le maximum c'est 1.
elle tend vers 0 lorsque k tend vers l'infini. On définit maintenant la sortie, donc c'est la valeur moyenne multipliée par le module de h de 0. h de 1000, module de h de 1000 multiplié par le fondamental auquel on ajoute la phase argument de phi de 1000, etc. Voilà. Voilà donc notre fonction de sortie. Et maintenant, on va la dessiner en même temps avec le signal d'entrée. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc le signal de sortie en bleu ici, sur une période. Donc pour pouvoir le comparer avec ce qu'on a obtenu avec notre logiciel de simulation électronique, on va le comparer et remarquer qu'on obtient pratiquement le même signal à l'aide de la série Fourier. Voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de faire un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre attention et à la prochaine.